Salut Eddy, Salut Lucien, comment ça va? ça va bien et toi? Super, super. Du coup, aujourd'hui, on se capte pour parler, on a l'épisode 3 hein, aujourd'hui, donc comment trouver sa mission en freelance. On va juste passer rapidement sur ce qu'on a vu les différents épisodes précédents. Mhm. Déjà, on avait vu les différents statuts du freelance avec l'auto-entreprise, le portage salarial, donc le CDI, hein, la sous-traitance, et les autres statuts d'entreprise qu'on peut monter, donc SA, SASU, etc. Donc on avait vu que chaque statut portait ses avantages et ses inconvénients et que en gros, il y a forcément un statut qui correspond à ton besoin. Ouais, c'est vrai. Et ensuite, on a vu la deuxième étape sur l'environnement du freelance. C'est Voilà. ça, c'est ça. Comment On, est-ce on qu'on avait vu que on se positionne en tant que consultant dans un client grand compte, avec le schéma des c'est ESN ça. référencés, les contrats. On a expliqué la différence entre un contrat commercial et un CDI. Voilà. La différence entre le consultant freelance et un consultant Ouais, classique, on va tout dire à aussi. fait, ouais. Et aujourd'hui, bah, ce qui nous intéresse, c'est ok, on a vu tout ce montage, mais à un moment donné, quand on travaille pour un client, c'est qu'il y a une mission. Et la question, c'est quand on est à son compte, freelance, comment on va chercher cette mission? C'est comment est-ce qu'on fait? C'est quoi les possibilités? C'est ça. Du coup, il y a quatre grosses possibilités, hein. Après, il y a sûrement des milliers de façons de faire. Mais ça, c'est vraiment les quatre principales et c'est celles qu'on utilise et que nos collègues utilisent. La première, c'est la plateforme de recrutement. Donc, que moi, personnellement, j'ai pas mal utilisé. Bon, je raconterai un petit peu l'histoire après, hein. Ça a différents avantages et inconvénients. Je te laisse peut-être la parole, Lucien, sur cette partie-là. Tu as plus d'XP que moi quand même. Ouais, alors c'est vraiment ce qui est important en fait dans les plateformes de recrutement, c'est se dire que c'est se mettre en visibilité, voilà, du marché. Voilà, il n'y a pas beaucoup de plateformes de recrutement. Moi, je vous conseille d'en prendre deux, trois. Voilà, c'est que vous aimez bien utiliser. Voilà. Et ce Ça qu'il faut ressemble à comprendre, quoi, Lucien, une plateforme de recrutement pour un freelance? ce qui est très connu aujourd'hui, il y a Malte par exemple. Voilà, en fait, tu arrives, tu crées ton profil dessus. Tu expliques qui t'es, ce que tu fais, ce que tu recherches, tu mets ton TJ, etc. Et ensuite, bah, t'attends qu'on te contacte. Voilà, ça peut être dans. D'accord. Et après, il y a des plateformes de recrutement en plus de ça qui proposent aussi que les gens viennent avec des propositions de travail, voilà, spécialisées pour des freelances, hein. Et donc en fait, tu peux répondre avec ton CV et un petit laïus pour pourquoi est-ce que tu serais bon sur cette offre. Voilà. Donc ce qui est Donc en fait, important, c'est une plateforme comme une autre, comme Indeed, par exemple, pour enfin, pour les emplois classiques. C'est une plateforme exactement, où on a une liste d'emplois, c'est la on même peut chose, mais postuler c'est ou juste non, pour ou faire on du peut se faire freelance. contacter. Ouais, voilà, c'est juste pour faire du D'accord, ok. freelance. Voilà, donc les plateformes, ça permet donc ouais, de se mettre en visibilité. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment quand on est personne, c'est la case la plus facile à mettre en avant, quoi. Enfin, c'est ouvert à tous, il n'y a pas de barrière à l'entrée, voilà. C'est bien pour commencer à se faire un réseau quand on n'a pas de réseau. Parce qu'à un moment donné, la meilleure façon de trouver des missions, c'est aussi d'avoir du réseau. Donc on verra ça juste ensuite. Le seul vrai problème en fait des plateformes, c'est que on va dire qu'il y a beaucoup de, vous allez vous faire appeler par des milliards et des milliards de SN qui veulent juste vous rentrer dans leur vivier de talent. Vous allez répondre à des appels d'offres, des propositions de travail en fait. Il y en a la moitié c'est des fausses, voilà. Des fois c'est juste des fausses parce que en fait déjà enfin, le marché il est comme ça, hein. Et donc en Mm. gros ça peut à laisser assez vite penser que en fait on est surtout quand on débute et on fait que ça, en fait on est nul, on est personne, pourquoi est-ce qu'on nous répond pas, pourquoi est-ce que je trouve pas, pourtant je réponds, mon CV il est incroyable. Mais en fait faut pas désespérer. C'est vraiment faut se dire c'est un système qui quand on répond en fait aux offres ou même souvent, enfin moi quand j'ai passé par les plateformes, souvent ce qui est intéressant c'est pas le fait de répondre aux offres, pas répondre aux offres, de dire qu'on a fait placer plein de coups de fil. Faut se dire que c'est chaque étape c'est planter des graines dans le sol. Et voilà, il faut se dire que les plantes elles vont mettre un mois, deux mois à mûrir. Parce qu'en fait les gens qu'on a vus il y a deux mois, ils nous ont en tête, ils nous ont vus. Et en fait peut-être comme on a vu la semaine dernière que pour répondre à une appel d'offres, à chaque fois c'est des sprints. À un moment donné, on va rentrer dans le cadre où ils ont personne dans l'interco. Il y a une offre qui tombe au bon moment, notre profil s'aligne, les planètes s'alignent. Et en fait, on va être la personne pour aller courir sur le sprint et ils vont nous proposer au client. Il va y avoir l'entretien client.
Déjà, c'est la première étape. Bon, après, des fois, ça peut mal se passer, mais déjà, l'objectif, c'est de se dire qu'on a réussir quelque chose, c'est d'aller à l'entretien client. Déjà, c'est qu'on a bien réussi. Mm, mm. Voilà, donc c'est vraiment C'est la ça première. l'objectif du Voilà. premier. Mm. Donc moi, je conseille à tout le monde d'aller, même si on a de l'expérience, se mettre en avant sur les plateformes. Voilà, ça permet que tout le monde comprenne qu'on est disponible, qu'on a envie d'y aller, et il y a des gens qui vont nous contacter, hein, forcément. Ouais, ok. Petit retour d'expérience du coup de ma part, parce que j'ai utilisé les plateformes de recrutement hein, pour trouver ma première mission quand je suis passé en freelance. Donc, comme l'a dit Lucien, on va passer beaucoup de coups de fil. On va beaucoup être appelé. Et comme l'a dit Lucien, tout à l'heure, je n'ai pas rebondi dessus, mais tu as dit c'est plutôt pour se mettre en visibilité. C'est-à-dire que c'est aussi ce que disait Lucien, il y a pas mal d'offres qui sont postées, mais qui sont souvent déjà périmées. C'est des appels d'offres qui sont peut-être déjà passés. Ou voilà. Pour moi, c'est plus le rôle de la plateforme, c'est vraiment plus de se mettre en visibilité et d'attendre d'être appelé pour recevoir des missions plutôt que de vraiment postuler parce qu'on n'est vraiment pas sûr de ce qu'il y a derrière une offre, est-ce qu'elle est déjà périmée, si ça se trouve, la mission elle a déjà commencé, si ça se trouve, il y a déjà quelqu'un qui a été sélectionné, etc. Mhm. Donc voilà, plutôt attendez d'être appelé. Vous allez passer un tas d'entretiens avec des ESN, parfois plus sur profil, dans le sens où ils vont vous, comme disait Lucien, ils vont vous ajouter à leur vivier de talent, donc à leur contact. Et là, peut-être qu'ils te rappelleront un mois, 2 mois après. Ou jackpot, ils ont une mission, ils n'arrivent pas à pourvoir un de leurs consultants dessus, et ils vous appellent en urgence pour pouvoir répondre à l'appel d'offres et vous placer sur la mission le plus rapidement possible. Et Mhm. c'est là où je pense qu'il y a le plus de chances de réussite. Donc voilà, donc mon histoire, c'est ça, hein. Moi, j'ai passé, je sais pas, je dirais peut-être 100, 200 entretiens sur une courte période, hein, sur moins d'un mois, peut-être 2 semaines. Voilà, jusqu'à une mission en urgence. L'ESN n'arrivait pas à placer quelqu'un. Euh, voilà, et moi j'arrive au moment idéal, avec le profil idéal, et Mhm. ça passe dès l'entretien client, hein, Ouais, c'est validé. et t'as mis, Ça, c'est je sais plus exactement le nombre de jours, mais ça faisait 2 mois et demi à peu près que t'as mis quand même à trouver entre le moment où t'as posé ta démission, Eddy, et le moment où t'as trouvé ta mission. c'est ça. Après, faut pas paniquer parce que quand on va poser sa démission, on a les fameux 3 mois de préavis. Exactement. Donc toi t'as trouvé ta Faut mission savoir que pendant c'est... tes 3 mois de préavis. Oui, c'est ça. Donc en gros Donc j'ai t'as pas pas eu eu de trop de pause. salaire, t'as pas eu trop de salaire. Non, j'ai pas eu trop de salaire. Exactement, J'ai ok. pu continuer à travailler en continu. On en reparlera après d'ailleurs, ça c'est super, c'est une bonne remarque. Bref, ce qui est important, euh, c'est que en fait, les 3 mois de préavis, c'est énorme sur le cycle de vie d'une mission. À 3 mois de préavis, aucune ESN voudra vous prendre parce qu'en fait, c'est trop loin. Il y a pas d'urgence à ce point-là, en fait. Mhm. Ils préféreront placer peut-être Ouais, c'est ça, hein. voilà, ils n'ont pas de visibilité sur des missions à 3 mois. Non, mais de toute Ça façon, c'est n'existe pas ou très peu. chaque appel d'offres, comme on dit, c'est un sprint de 1 semaine, 15 jours. Donc, C'est ça. si vous n'êtes pas dans la durée de ce sprint-là, en fait, vous êtes personne. Et en fait, sur vos premiers mois de préavis, en fait, c'est ça, hein. Le... C'est Mm, se faire connaître et se dire, je vais être disponible à telle date. Et en fait, ils enregistrent toutes vos dates et à un moment donné, ça va. Plus vous passez de coups de fil, plus vous exactement. vous faites connaître, plus vous avez de chance à un moment donné, si votre profil est intéressant, bien sûr, par rapport à la période du marché, d'avoir une mission. C'est ça, donc faut pas paniquer si à 2 mois, si après un mois de recherche, vous n'avez pas trouvé. Voilà. C'est plutôt à partir d'un mois avant votre période de dispo, voire 2 semaines, c'est là où vraiment les ESN vous contactent avec du concret. Ok. Donc après, on peut parler du deuxième bloc, je pense le réseau de commercial, ESN, tout à droite. Tout à droite, allez, Ouais. allons-y. Bon, je viens de casser le micro, c'est pas grave. Hop, Parce que voilà, donc en fait, la première fois, on connaît personne, mais après, on a déjà travaillé avec des missions, avec des ESN, on a des commerciaux qu'on connaît déjà qu'on a enregistrés. Et en fait, après, directement, en fait, il peut y avoir de la confiance qui se crée si on a déjà travaillé avec eux. Donc on les appelle tous, hein, quand on sait que notre mission se termine dans un mois. Ouais, tu vas bien, ma mission se termine dans un mois, je vais être au dispo. J'ai mis à jour mon CV, parce qu'il faut prévoir tout ça. Et vous renvoyez votre mm, CV à vos contacts. Et ils disent ah ok. Et en fait, disons que eux, vu que vous connaissez déjà, ça se trouve, ils vont vous dire ah j'ai quelque chose qui va arriver parce qu'ils sont au courant de choses. Et donc c'est très très bien d'avoir un réseau de commercial, voilà, de commerciaux plutôt c'est de ça. SN, voilà, qui vous connaissent, voilà. Ça permet en fait déjà en généralement d'avoir moins de chances de tomber sur des fausses offres parce que comme il y a déjà un biais de confiance, ils vont déjà vous parler des offres qui sont plus sûres plutôt que des offres qu'ils mettraient sur les portails.
Ça permet d'accéder à un grand nombre de missions facilement aussi si vous avez un grand réseau parce que souvent voilà, chaque commerciaux a une, deux, trois, quatre en fait travaille pour trois quatre entreprises. Donc après si vous faites x10 ça peut être des fois pour 40 clients facilement et donc voilà, voilà, si on se dit sur se projeter sur un mois avant, quand voilà, c'est plutôt lancer ce réseau un mois avant de changer de mission quand on l'a. Voilà, ça permet d'aller assez vite et des fois aussi, enfin quand on est expérimenté, c'est mieux que les plateformes de recrutement. Je sais pas si t'as un mot dessus à dire, Eddie, en plus. Si, si, bah, tout à l'heure, je disais que via les plateformes, on va souvent faire pas mal de contacts avec des commerciaux, des ESN. Et c'est là où, en fait, on entretient et on crée notre réseau de commercial. Parce que si vous avez fait l'étape plateforme de recrutement, vous aurez un carnet d'adresses de commerciaux ESN qui sera énorme, en fait. Non seulement eux, ils vous connaîtront, mais vous les connaissez aussi. Et j'ai un bon exemple là-dessus, c'est que moi, à peu près 3 mois après le début de ma mission, j'ai été appelé par des commerciaux qui avaient essayé de me placer déjà. Donc on avait déjà fait des entretiens, enfin, le courant passait plutôt bien. Mhm. Et ils ont continué à me proposer des missions en fait. Et ça, c'est super intéressant. Je dis pas qu'il faut changer de mission tout le temps, mais ils m'ont donné la possibilité d'avoir une mission qui avait un revenu plus intéressant, Ouais, un si peu après avoir commencé. on pourra parler de ça, mais enfin, je pense pas que c'est dans cet épisode-là qu'on va parler de ça, mais en fait, Mm, mm, disons mm. que mettre en avant sur son CV en tout cas des missions courtes de consultant, si on n'a pas une expertise très très précise où on fait que ça, genre des missions de une semaine, 2 semaines avec un TJ à 1 500 euros, par exemple, hein, je dis ça parce que je connais des gens qui ont des expertises très précises dans des domaines. En fait, c'est très mal vu de faire des missions très courtes. En fait, ça fait penser qu'on est Mm, instable. mm. Sinon, ça peut laisser penser que les clients ils nous ont virés, donc en fait, on n'est pas compétent. Donc en fait, si vous êtes engagé dans une mission, euh, enfin, moi je trouve déjà une mission en dessous, déjà 6 mois ça peut le faire, mais en dessous de 6 mois, c'est red flag. C'est ça. Et je pense à un Mm, moment mm. donné, toute mission généralement qu'on ait pris, voilà, c'est 9 mois, 12 mois. Voilà, si vous avez pris une mission, bah, vous êtes engagé, faites-la pendant 9 12 mois et après au pire vous changez, mais si vous changez trop vite, c'est vraiment ça fait red flag ou sinon ne le faites pas apparaître sur votre CV, hein, surtout pas. C'est ça. Mais l'idée de mon point là, c'était vraiment de dire que avoir un réseau de commercial, c'est un point fort. Ça peut pas vous nuire en fait. Ça peut que vous apporter du bon et plus de possibilités. En l'occurrence, moi, j'ai pas quitté ma mission pour le truc qu'ils m'ont proposé, tu vois, parce que ça peut être mal vu. Mais imaginons que ma mission soit très mal passée, j'aurais eu la possibilité de changer, ce qui n'est pas le cas. Mhm. Voilà, c'était tout pour la petite parenthèse. Ok. Après, bah il y a le troisième bloc un peu qui est l'un des blocs les plus puissants, hein, c'est quand on fait partie d'un d'un collectif, d'un réseau de freelance. Voilà. Quand il y a un freelance qui est déjà placé hein, en mission chez un grand compte, il entend parler d'un besoin et si on connaît des gens, voilà, moi j'en connais pas mal hein, maintenant avec les années des freelances, ça permet en fait d'activer ce réseau-là quand on est en recherche, de les rappeler et eux s'ils entendent parler voilà, d'une mission qui s'offre en interne dans leur équipe ou dans leur équipe Mm. proche avec qui ils travaillent, et ben après, si on leur donne notre CV et qu'on a la confiance avec eux, ils vont voir directement l'opérationnel, ils disent bah attends, tu devrais rencontrer lui, il est incroyable, il fait des. Quand c'est un dev, niveau technique, il est vraiment très bon. Niveau chef de projet, il suit très bien les choses, il est très proactif. Voilà. En fait, c'est même mieux qu'un commercial, surtout s'il est très bon dans la mission où il est. En fait, il est au-dessus des commerciaux. Les commerciaux, ils sont là pour vendre n'importe quoi. Là, lui, il gagne pas vraiment. Il est pas là pour vendre. Il est là pour faire que Mm. en fait, dans la tête du client, il est en train de dire bah, il va rejoindre l'équipe, il va nous rendre le travail à tout le monde plus facile parce que même lui, il a envie d'avoir des gens bons dans l'équipe pour que ça travaille bien. Donc avoir vraiment un réseau un réseau de freelance avec qui on a une très bonne entente et on se fait voilà, passer des missions. Enfin, c'est vraiment donnant-donnant. Hein. À un moment donné, ça va être quelqu'un qui va vous trouver une mission et à un autre moment donné, vous allez renvoyer ça à l'appareil. Donc si vous arrivez à trouver un Mm. collectif de freelance, ça permet vraiment de faire plein de choses. Voilà, avoir des missions rapidement, être sûr des missions qui sont vraiment disponibles sur le marché chez les clients où ils sont. Voilà, mais voilà, bon, Et puis, je pense que tu comprends mieux la mission aussi parce que, disons, imaginons demain, Lucien, tu cherches quelqu'un sur un de tes projets, ouais, tu proposes mon profil. Je pense que tu seras plus à même de m'expliquer à quoi correspond le poste précisément au quotidien qu'un commercial qui. Les bons commerciaux comprennent, hein, je dis pas le contraire.
Mais Ouais, mais ils à un sont pas sur moment le donné, ils poste, sont ils pas sont dans pas sur le l'équipe, projet, ils donc savent pas comment c'est ça, exactement. c'est ça. Donc à un moment donné, il faut que si t'as jamais fait le travail, t'as beau l'imaginer, tu l'as jamais fait, donc c'est sûr que c'est beaucoup plus facile. Donc voilà. Après, la seule difficulté, hein, c'est quand on commence, bah on n'a pas ce réseau-là, parce que c'est à un Mm. moment donné, ça met pour avoir un réseau de freelance, ça met du temps à en rejoindre un. C'est pas comme ça du jour au lendemain où tu connais tout le monde. Yes. Et je pense le dernier point qu'on va, voilà, le quatrième bloc, hein, c'est un peu le bloc magique. Là, c'est quand voilà, on connaît des opérationnels, hein, voilà, des managers dans des grands comptes qui, eux, créent des missions, ont besoin de personnes. Voilà, si on connaît des gens comme ça, à droite, à gauche, voilà, et qu'on les appelle, et que, voilà, entretenir des bonnes relations, même après, et bah c'est incroyable, quoi. Parce que le jour, en fait, ils ont besoin de quelqu'un, si c'est votre profil qui correspond, dit, bah attends, je suis dispo. Et bah, en fait, y a plus personne, quoi. C'est directement avec lui que tu négocies Tu tout passes le en priorité, contrat, en tu fait. passes en Mm. priorité. Si tu as vraiment déjà travaillé avec lui et que tu as la confiance, en fait, là, et tu te retrouves en fait qu'il va créer l'appel d'offres sur les plateformes. Et c'est là où toutes les ESN vont mettre ces plateformes, enfin quand on parle de fausses annonces. En fait, souvent les fausses annonces qu'ils ont postées, c'est qu'en fait par rapport à des règles d'achat, ils sont obligés de poster sur leur plateforme ou envoyer à toutes les ESN de leur panel la proposition de l'offre. Mais en fait, disons Mm. qu'ils ont déjà trouvé, avant même qu'ils ont Ils ont déjà en posté, tête le candidat, c'est ça. ils ont déjà en tête le candidat, et en fait, ils font juste ça par principe pour respecter les règles. Et en fait, c'est là où on se retrouve avec des fois sur le marché des fausses offres, parce qu'en fait, des freelances où ont déjà en fait la connaissance de la mission à l'avance, parce qu'ils ont déjà tout négocié. Et en fait, disons que des fois, on se dit, mais pourquoi je comprends pas, j'étais incroyable. Ouais, j'ai pas été pris, j'ai le CV Exactement. parfait. Mais en fait, Pourquoi ça marche pas? En fait, c'est parce que c'était déjà le client négocié. avait déjà le. C'est ça. Ils avaient déjà le Exactement. candidat et ils avaient l'obligation de faire l'appel d'offres. Exactement. Ah, donc toi, tu vois ton offre sur la plateforme de recrutement et tu Mhm. postules pour rien. Donc s'il vous plaît, ça je vous dis ça avant que vous démissionnez, ne faites pas des dingueries avec votre opérationnel si vous êtes déjà en mission. N'insultez personne. C'est peut-être la relation la plus importante de Voilà, tout l'environnement du freelance, et même c'est avec votre conventionnel. même avec votre ESN, ne dites pas vous êtes des voleurs, vous êtes des méchants, enfin en fait disons que ça va vous faire du bien sur 10 secondes, mais à un moment donné le monde il est petit, tout le monde se connaît. Ouais, Et en fait, disons que vaut mieux partir avec le sourire, la banane avec tout le monde en disant bah, j'ai d'autres projets, j'ai envie de faire d'autres choses. Tout le monde peut le comprendre. Mais arriver et insulter tout le monde, retourner des tables, en fait, les gens ils vont vous prendre pour quelqu'un d'instable et en fait, vous allez ah, juste ça peut prendre que des être mauvais mauvais. Mm. points et voilà. Alors que si vous partez avec Mm. les opérationnels, vous les ajoutez sur LinkedIn, vous prenez leur numéro, surtout si vous avez bien travaillé avec eux, peut-être vous n'allez pas pouvoir retravailler avec eux par rapport à votre contrat avec votre ESN cette année-là, peut-être pas dans 2 ans, mais ça se trouve dans 3, 4 ans, 5 ans, à un moment donné, je sais pas, vous allez. T'entends si vous les appelez, il va dire ah tiens, ah, ça fait longtemps, on va boire un coup, manger un coup au restaurant. Et il va te dire ah mais justement, bah, dans 3 mois j'ai cette mission, je vais devoir chercher ça parce que j'ai un projet qui commence. Est-ce que t'es dispo? Mm. Et en fait disons que voilà, essayez de garder des très bonnes relations avec vos opérationnels avec qui vous travaillez. Ne faites pas des dingueries. Voilà, c'est ce Bah là, que. tu viens de soulever un des inconvénients, un des rares inconvénients d'avoir un bon contact avec l'opérationnel, c'est que si tu prends contact et qu'il te dit que le projet commence dans 3 mois, il faut que tu sois dispo à ce timing exact, en fait. Ah ouais. Je pense pas que l'opérationnel va t'attendre pour Non lancer son non. projet. Non, non, bah de toute façon, moi, je peux raconter. Moi, l'anecdote, hein. Quand je suis passé freelance, je sais plus si je l'avais dit hein, déjà, mais moi, mon préavis s'est terminé fin novembre. D'accord. Fin novembre, et l'opérationnel il m'a dit bah, moi, Lucien, c'est soit t'es dispo le 5 octobre, soit je prends quelqu'un d'autre. Voilà. Et à un moment donné, bah, j'ai dit ok, je suis allé négocier, j'ai forcé, j'ai posé des congés de l'autre côté. Et sur les 2 dernières semaines, normalement, que j'aurais dû venir travailler, bah, j'ai fait un abandon de poste, tu vois. Bon. En mode, moi, Et je c'est toi suis. qui dis qu'il faut garder les bons contacts. Hein? Non, mais après, j'avais des. Enfin. Mais à un moment donné, là, moi, j'étais vraiment pour passer freelance et on m'avait dit, c'est maintenant que jamais, tu vois. Après, je dis pas à tout le monde de faire Mm, ça, tu mm. vois. Mais tu vois, Ouais, t'as eu une opportunité, il fallait quand même faire voilà, je me des suis choix. dit, être à la limite sur l'autre poste et tout. Voilà, bon. Après, ça s'est fait, hein, tu vois. Après, il y a eu rien de grave, tu vois. Enfin, voilà, après ça dépend comment t'es parti et tout. Moi c'était vraiment l'opportunité, donc voilà, donc si on peut essayer de tout donner pour être dispo à date et en heure si on veut vraiment commencer, je pense. À un moment donné, c'est parce qu'en fait quand il y a une offre comme ça qui se présente, elle se représentera pas 2 fois quoi. Sinon après
C'est faire les plateformes de recrutement pendant 2-3 mois, incertain. Alors que si on a un opérationnel qui nous dit c'est maintenant ou jamais, c'est sûr quoi quand même. Donc si on a vraiment envie de la mission, faut y aller quoi. Hmm. Ok, bah je Ok, pense du on coup, peut descendre en... ouais, je vais juste récapituler hein, Ouais, ok. pour passer rapidement là. Les plateformes de recrutement, c'est génial. Il y aura beaucoup, on va beaucoup vous contacter, mais il y a un taux de réussite qui sera faible. Et vous allez sûrement trouver votre mission dans les dernières semaines de vos 3 mois de préavis. Disons que vous avez un préavis. Donc, il faut être dispo, en fait, 1 à 2 semaines après que. Enfin, il faut être dispo assez rapidement, en fait, c'est ça l'idée. Le réseau de commerciaux ESN, on a vu que c'était bien, mais ça demande de connaître des commerciaux. Et puis, ils vont jamais vous prioriser hein, par rapport à leur consultant interne. Collectif de freelance, c'est le top, hein, mais voilà, encore une fois, il faut connaître des freelances, il faut se rapprocher d'eux, il faut garder le contact. Et puis c'est donnant-donnant, hein, si vous voyez qu'il y a une mission qui s'ouvre dans votre équipe, faut pas hésiter à relancer la balle du côté du collectif. Et le dernier point, celui qu'on vient de voir, les opérationnels. Donc vous connaissez un manager chez le client, vous avez un bon contact, là vous passez en priorité. Par contre, il faudra être dispo au moment où la mission elle se libère, quoi. Mhm. Yes. Du coup, un petit schéma pour vous mettre un petit peu tout ça en image. Ouais, et ce qu'il faut bien On a, comprendre, on a mis, on a remis du coup. Ouais, vas-y, Lucien. ce qu'il faut bien comprendre dans le schéma, c'est plus on est proche de l'opérationnel, plus c'est facile d'être au courant des vraies informations sans délai de c'est quoi la mission, quand est-ce qu'elle est disponible, est-ce qu'elle est encore disponible. Et on voit bien que la plateforme de recrutement, c'est là où c'est le plus loin, quoi. Le réseau de SN un peu plus proche, mais là où on est le plus proche, c'est soit on est en contact direct avec l'opérationnel, soit c'est directement le collectif du freelance qui est chez le client, qui est en contact, enfin, Ouais. avec le freelance du collectif qui sait tout, quoi. Voilà. Et ça, c'est parce qu'on est ces Mhm. deux points de contact-là, ils sont chez le client directement. On l'a mis en bleu là. C'est là où en fait l'information elle passe le plus vite et de façon plus fluide. C'est eux qui sauront en premier qu'il y a une mission qui se libère et qui Mhm. sauront exactement en quoi ça consiste. Yes, yes. En parlant, tu vois, de collectif freelance, en plus, j'ai un peu c'est une anecdote. Je pense que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Ouais, j'ai un ami qui est freelance et tout. Il est revenu vers moi. Il m'a dit, ah Lucien, dans mon équipe, il y a un poste qui arrive et tout. J'ai un ami, il est pas freelance. Il voudrait passer freelance. Et donc, on a travaillé avec lui le sujet, ouais, pour faire en fait parce qu'il savait qu'il y avait un AO qui allait ouvrir ouais, dans son équipe. Et on a préparé le CV. Au appel d'offres, hein, Ouais, si ouais. jamais, pour rappel. On a préparé son CV, on l'a coaché un peu pour aller faire l'entretien, parce que voilà, donc il a envoyé le CV directement au directeur de l'équipe, il a dit attends, vous cherchez quelqu'un, en plus c'était pour le backuper lui-même, tu vois, et donc tu vois, il avait vraiment en mode, il Ouais, cherchait son il backup a dans toutes son les infos, équipe, quoi. il savait très Mm. très bien, ouais, il savait ce qu'il faisait, donc il a dit bah, tu vois, bah pour travailler avec moi, bah lui c'est un gars de confiance, tu vois, enfin, là t'es vraiment, tu casses le game quoi. Et donc, Mm, mm, bon, après là, les entretiens, ils les avaient pas encore planifiés, ça, je crois que c'est la semaine prochaine. Mais tu vois, enfin, il part avec une longueur d'avance incroyable parce qu'on lui a tout expliqué de la mission, qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce que l'entretien va se passer. Enfin, tu vois, il arrive armé, tu Alors, vois. en fait, le gars va faire un entretien quand même. Donc, il y a Ouais, quand même, enfin, voilà, il va ouais, quand même faire le process. Mais il a toutes les infos sur le poste. Il sait exactement quelle qualité il faut. Il a peut-être exactement. déjà le jargon. Ouais, ouais, Exactement. ouais. C'est quand même un gros coup de pouce, Et hein. les managers qu'il va voir en entretien, bah, on sait exactement ce qu'ils attendent, tu vois, parce qu'on travaille avec C'est ça. eux, donc on sait exactement quels mots ils attendent, comment il faut se présenter, quel genre de personnes ils souhaitent voir, tu vois. Enfin, faut vraiment avoir en plus comme l'entretien, parce que j'en ai. C'est une pièce de théâtre qu'il faut jouer pendant une demi-heure. D'accord. Mm. Et dans cette pièce de théâtre, bah, les gens en face de nous, ils attendent certaines choses, et faut réaliser les actes dans le bon ordre et de la bonne façon, quoi. Pour s'assurer le maximum. Voilà, je sais pas si toi Ouais, c'est ça. Mais t'as. en tout cas, ton collègue de freelance, il est capable de mieux t'expliquer comment va se passer l'entretien qu'un commercial. C'est un peu le même sujet que ce qu'on s'est dit tout à l'heure, hein. Ah, après, s'il y a des Euh, commerciaux, il y a des commerciaux que j'ai déjà vus qui ont des très bonnes relations avec les opérationnels, qui ont beaucoup de gens dans leur équipe et qui vont t'expliquer les choses de façon incroyable. Mais c'est vrai que si tu tombes sur un commercial qui est junior, qui a une connaissance de l'opérationnel qui est vraiment très faible, enfin, tu pars pas gagnant-gagnant quoi. Voilà, en fait, ouais, plus t'as une personne qui est proche de l'opérationnel sur qui tu vas rencontrer, plus t'as de chances d'aller vers la mission en ayant les bonnes informations, surtout quoi. ouais, ok.
Et Ok, ouais. je pense qu'on a fait le tour, Lucien, sur le comment trouver sa mission. N'hésitez pas à Ouais. poser vos questions, hein, si c'est pas clair. Et je pense, attends, On va pouvoir. juste avant, parce que Ouais, ça vas-y. me fait penser à un truc. Et il y a assez peu de commerciaux qui m'ont donné des bons tips, tu vois, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, et c'est quelque chose, je pense, une erreur que je faisais moi-même lors des entretiens. C'est des fois, on te pose des questions, tu vois. Ok, et t'as développé ça comment, t'as fait ça comment. Et en fait, il m'a dit, et ça, c'est ce que je vous conseille aussi, c'est faire des réponses courtes et concises, d'accord? En fait, si tu fais des réponses trop longues, où tu divagues pendant 5 minutes, déjà, t'es chiant, et en fait, on a l'impression que tu te justifies. D'accord. En fait, mais si t'es quelqu'un qui sait ce qu'il comment faire, t'as pas à te justifier. En fait, tu dis j'ai fait ça, ça, ça. Ouais. D'accord. Et Puis si la personne. si Et t'es si pas la. un as de l'impro, t'as tendance à t'enfoncer aussi dans Ouais, dans ton histoire après. Ouais, exactement. Et en fait, on a fait ça. Et tu commences à embrouiller tout le monde et à dire des choses bizarres. Donc, réponse courte et concise. J'ai fait ça, ça, ça. Et si la personne derrière, elle a envie d'avoir des précisions sur l'une des parties de votre réponse, elle va vous reposer une autre question dessus. Et là, à ce moment-là, si on vous repose une deuxième question sur votre première réponse, faut y aller un peu plus dans le détail. Mais sur la, si c'est une réponse, c'est toujours réponse courte et concise. Parce que voilà, c'est pour rassurer. Et en fait, quand on est réponse courte et concise, en fait, les gens, ils ont, enfin, ça donne vraiment cette impression, t'es sûr de ce que tu fais, t'es sûr. Mm. Alors que quand tu commences à divaguer, ça donne vraiment l'impression de je me justifie, d'accord. Mais vous n'êtes pas là pour vous justifier. Enfin, vous apportez des compétences, votre CV il est là, vous savez ce que vous faites. Et si vous êtes là pour vous justifier, en fait, ça donne cette impression-là, parce que j'en ai déjà fait aussi passer quand je sais pas, il y a un truc bizarre. Et donc, voilà, vraiment, c'est l'un des meilleurs conseils qu'on m'a donné, c'est des réponses courtes et concises quand on nous pose des questions. Ouais. Vas-y, Eddie, je Ok, te rends la bah main sur. merci pour ce retour d'expérience, Lucien. C'est vraiment le genre de conseil qui a beaucoup de valeur, je pense. Du coup, ouais, je voulais passer rapidement sur le storyboard, hein, parce que pour rappel, tant que vous faites pas le storyboard, c'est 75 € par jour de Ouais, c'est vrai perdu. que tous les jours, N'oubliez hein, pas. quand vous êtes junior, hein, on a calculé à peu près, c'est 75 € par jour. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore démissionné, qui sont à l'épisode numéro 3, bah voilà, ça fait. Allez, On sait pas ce que vous faites, hein. on vous pardonne. On vous pardonne. Voilà, peut-être vous avez peur, vous voulez voir tout le storyboard d'abord. Là, on a pratiquement. On se rapproche de la moitié. Donc, et d'ici là, en 3 mois, comme on a dit, il y a beaucoup de choses vont se passer. Commencez, comme on Mm. a dit, à parler sur les plateformes de recrutement aujourd'hui. Faites-vous connaître. Et de toute façon, hein, tant que vous n'êtes pas une date précise disponible, tout va se jouer sur votre en fait 15 jours, un mois avant votre vraie date de disponibilité. Donc en fait, si vous pensez vous dire ah ah, je vais avoir le game, je vais tout contrôler, je vais aller sur les plateformes sans avoir démissionné et je vais leur dire j'ai 3 mois de préavis, non, ça marchera pas. Si vous dites Ouais, j'ai 3 mois de ça marchera préavis, pas. vous ne trouverez jamais de mission. J'ai connu des gens qui sont toujours dit ça, je fais pas l'étape 1, d'accord. Je fais pas l'étape 2 et je vais directement à l'étape trouver ma mission avec mes 3 mois de préavis. En fait, vous êtes personne, d'accord. Parce qu'en fait, un freelance, il est là pour boucher les trous de l'ESN qui n'a trouvé personne pour répondre à un sprint, comme on a dit, de 15 jours, maximum un mois. Donc voilà, donc si vous êtes pas, si vous êtes disponible sous 3 mois, personne, enfin vous êtes PAMé, personne veut de vous quoi. Donc s'il vous plaît, si vous voulez vraiment commencer par l'étape 1, puis l'étape 2 pour La plus sécurité. importante, hein, l'étape 1. N'oubliez pas, hein, Exactement, démissionner le plus rapidement possible pour être dispo le plus rapidement possible sur le marché. exactement. Et aujourd'hui, on Et voit pas du coup, l'étape aujourd'hui, 3, on s'est fait un peu une c'est folie, ça. on voit l'étape 4. C'est ça, parce que c'est notre podcast, on fait ce qu'on veut. Non, je rigole. C'est parce que c'est en rapport avec ce qu'on s'est dit aujourd'hui, hein. Ouais. Comme vous l'avez vu, sur pas mal des étapes pour trouver sa mission, le plus important, ça va être d'avoir du réseau. Que ce soit du réseau en ESN, du réseau chez le client, du réseau d'autres freelances, c'est vraiment l'étape clé pour trouver sa mission. C'est C'est là ça. où il y a le plus de taux de réussite, c'est de passer par un contact, d'avoir de bonnes références. Euh, voilà, il y a toujours l'option de la plateforme, mais la plateforme, pour moi, c'est plus un outil pour se créer un début de réseau que vraiment pour trouver sa mission. Ça marche, c'est sûr, mais Mhm. je pense que c'est plus un truc pour les juniors et que l'idéal à terme, c'est de plus avoir à utiliser les plateformes en fait. C'est de passer directement par les contacts qu'on a. Comme l'a fait Lucien dans son exemple, il est passé directement par un contact. Ouais, ouais, c'est ça. Et c'est ce qui marche le mieux, donc voilà. Et on a mis l'étape 4 réseauté parce qu'il fallait. Parce qu'à un moment donné, on est dans un storyboard. Mais le réseautage, en fait, il est avant, pendant et après, quoi. Il est tout le temps, hein. Il faudrait vraiment garder ça en tête. C'est quelque chose qui se construit sur toute une vie de freelance. Et c'est pas quelque chose qu'il faut mettre de côté. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut entretenir, un réseau. Voilà, et avoir un bon réseau, voilà, c'est ce qui vous permettra d'avoir voilà, des opportunités en freelance que d'autres n'auront pas.
voilà, sur des missions de qualité, sur des missions avec des TGM très hauts, ou sur des missions aussi avec des possibilités que d'autres personnes n'ont pas, hein, tu vois. Moi, Mm, mm. je vais te dire ça un peu dans aujourd'hui parce que c'est un peu la mentalité change quand tu regardes sur ce qui est disponible. Enfin, tu vois, quand tu regardes ce qu'il y a après le Covid où les possibilités de full télétravail, ce genre de choses, elles étaient vraiment présentes. Aujourd'hui, c'est impossible, tu vois. Et bah moi, grâce à un peu, bah, parce que j'ai bonne impression, bien réseauté, tu vois, bah, j'ai réussi à négocier sur. Moi, enfin, je pourrais faire du full remote, tu vois. Après, de temps en temps, je vais sur site, je conseille d'aller sur site pour garder du contact. C'est très important d'avoir du contact physique. Mais j'ai réussi, tu vois, moi, comme je m'étais bien placé dans la mission, à avoir du full remote, tu vois. Ce qui aujourd'hui Mm. est pratiquement impossible sur le marché, hein. Ouais, ça se fait de moins en Ouais, moins. ouais, Mm. exactement. C'est à la marge. Ouais. Mais voilà, donc Ok, c'est pour bah dire écoute, d'avoir merci Lucien. avoir un bon réseau permet de, voilà, de tout faire, même l'impossible. Ok. Ouais, t'as parlé d'un point qui était intéressant. Tu parlais de négocier le TJ. Ça, ce sera le thème du coup du prochain podcast. Ouais. Donc là, vous avez démissionné, vous êtes en pleine période de recherche, Attends, vous allez bientôt trouver TJ, votre c'est vrai qu'on le dit mission. souvent, je suis pas sûr qu'on ait. C'est taux journalier, hein, Non, on l'a pas donné. Ouais, c'est ça. ouais, c'est Taux vrai journalier. on dit soit TJ, Souvent, on soit dit aussi TJM. TJ. Ouais, C'est ça, taux exactement. journalier moyen. Voilà, en fait, disons que quand on est freelance, en fait, on se vend souvent à la journée. Voilà, je vous déconseille de vous en vendre à l'heure ou quoi, hein. Vous vendez à la journée. Et après, des fois, une journée, c'est flou, hein, d'accord. Enfin, si vous êtes sur des contrats cadres, ça peut être 6 heures, 7 heures, 8 heures, 10 heures, vous gagnerez pas plus d'argent. Mais vous vendez à la Mm, journée, mm. voilà, et en fait, c'est un prix à la journée. Voilà. Comme on disait, dit, toi, est-ce qu'on conseille un peu pour les juniors, surtout nos calculs, quand on dit on part sur un prix minimal plancher de junior à 350 de TJ, Ouais, voilà. c'est très bien. Pour un chef de projet, en tout cas, après, ça va varier selon plein de critères qu'on verra sur le prochain épisode, qui sera sur comment fixer son TJ. Et ce sera un sujet central si vous en êtes à cette étape du storyboard, de passer les entretiens avec les clients, de passer les entretiens avec les ESN, parce qu'on Ouais, va vous parce que demander votre prix, à un combien moment vous coûtez. donné, c'est Et ça, c'est à votre prix. exactement. Vous coûtez combien vous voulez, et si vous donnez des prix complètement non raccords sur le marché, trop haut ou trop bas, hein, d'ailleurs, hein, et ben ça fait red flag aussi et ça ne marchera pas. C'est ça, on aura tout un tas de beaux exemples à vous présenter, mais ce sera la semaine prochaine. Allez, merci Lucien pour ton Yes, retour d'expérience, et on merci se voit Eddie, très bientôt. ça Allez, marche. salut, Ciao ciao. ciao ciao.